Bonsoir. On va commencer. On va reprendre la Gemara qu'on avait donc étudiée avant les vacances. On va mettre l'enregistrement. Voilà, on reprend la Gemara. Donc on avait vu la Mishnah qui nous disait les Edim sont rendus zomin qu'à la condition qu'on ait attaqué les Edim eux-mêmes, c'est-à-dire sur les personnes des Edim. Ketzad commence là. Donc, si eux ont témoigné envers quelqu'un et puis on vient dire mais comment vous pouvez dire une chose pareille puisque la personne contre laquelle vous témoignez elle était avec nous, ils ne sont pas zomémim parce qu'on a attaqué leur témoignage, mais ça n'a pas attaqué eux. Mais si par contre on leur a dit par contre, parce que vous étiez avec nous à ce moment-là, ils sont zomémim à ce moment-là. Vénéragim à pied, on les tue sur leurs paroles. Et donc même s'il y en a d'autres qui viennent et qui font et qui Ranzomemine, etc. Tous seront tués. C'est-à-dire que chaque nouveau groupe de témoins qui va témoigner comme le premier, et les Omemim vont à chaque fois dire à chacun d'entre vous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, etc., sans s'attaquer au témoignage lui-même, et bien ils peuvent tuer tout le monde comme ça. Rabbi Yehuda Omer, non, c'est sûr que c'est une escroquerie, là. Il y a clairement ici anguille sous roche, quoi, donc c'est pas possible. Mais on ne tuera que la première, c'est qu'on appliquera le dit de Omemim qu'à la première. Alors, nous, on ne s'est pas du tout intéressé à la fin de la Mishnah. On a vu la Gemara sur le début, sur le principe de Hazama elle-même. Alors, la Gemara, elle avait cité des enseignements de Rava. On va rappeler rapidement les premiers, sans s'y attarder. Amarva, Baoushnaim Be'amru, Be'mizrach Bira, Harak Ploniet Anefesh. S'il y a deux témoins qui viennent et qui disent à l'est de ce bâtiment-là, un tel a tué une personne. Baoushnaim Be'amru et deux autres ils ont dit Valo Be'marav Bira, et Manu Item, et pourtant, vous étiez avec nous à l'ouest. Chazinan, on va voir. Si de l'ouest, ils peuvent voir ce qui se passait à l'est, ils ne sont pas rendus zomémin. Veimla, Vesinon, ils sont rendus zomémin. Pshita, la Gemara dit, mais c'est une évidence. Et donc, Maoudetema, réponse de la Gemara, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Que je suppose que peut-être ils ont une vue extrêmement puissante et qu'ils sont capables de voir à une très longue distance. Donc, on n'a pas imaginé une chose pareille, qui sont vraiment une vue hors du commun. Kamashmana, c'est ce qui veut nous enseigner Rabat, que du moment qu'ils sont à l'ouest alors que ça se passe à l'est, même si s'ils devaient avoir une vue extraordinaire, mais ils seraient capables de voir, on ne va pas l'imaginer une chose pareille, donc ils sont rendus zomémites. Donc, ce que nous enseignerait Rabat, c'est qu'on ne tient pas compte d'idées exceptionnelles. Et on serait tenté de le faire en vérité, hein, d'utiliser des idées pareilles, puisqu'il s'agit de sauver la vie de ces gens-là. Rava dit également Baoushnaim Be'amru Besura Betsafra Bechad Beshabta Harak Plunia Danefesh. Donc il a dit en Syrie le matin, le dimanche, un tel a tué une personne. Baoushnaim Be'amru et deux autres ont dit Bepania Bechad Beshabta. Pas du tout, c'était le soir, le dimanche, Imanoïten Beneada, vous étiez avec nous à Neada, vous n'étiez pas à Soura. Donc, ici, on n'est pas dans une situation où ils disent qu'au même moment, au même endroit, d'accord, à un autre endroit, pardon. Ils disent on était dans un autre endroit, pas exactement au même moment. Chazinan, on va voir. Si du matin au soir, on peut aller de Soura jusqu'à Néadéa, ils ne sont pas au même parce qu'on peut supposer qu'ils étaient effectivement dans les deux endroits. Ve'ila, sinon, ils sont considérés comme Zomémin. On va reposer la même question que tout à l'heure. Pshita, c'est une évidence. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Les rouges, les gammes, la pacha, qu'on va craindre qu'ils avaient peut-être littéralement, chameaux volants. C'est une espèce de chameau très rapide, qui serait vraiment exceptionnellement rapide ici. Kamash Malan, on ne va pas supposer une chose pareille. Là-dessus, il y a beaucoup en vérité de Rishonim qui traitent cette question d'Achavonim en particulier, parce qu'on voit que dans Gittin, parfois on va aller imaginer des choses pareilles, que pour sauver une femme,
dans une situation de guette qui n'est pas claire, d'aller imaginer que effectivement les personnes qui sont venues ont pris des chameaux volants pour lui amener le guet, des choses comme cela. C'est pas toujours complètement rejeté. Or ici, on voit que ça n'est pas accepté. Et puis également, si vraiment ces chameaux existent, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas imaginer qu'ils soient capables de prendre une chose pareille? Alors, une des explications qui est de dire que si vraiment ils avaient des chameaux pareils, ils l'auraient dit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est possible éventuellement, mais c'est des choses qui normalement auraient dû être dites dans leur propre argument. Quand le deuxième groupe de témoins viennent et leur disent « mais vous étiez avec nous à Néerda », ils auraient dû répondre « eux ». Mais on a des chameaux très rapides. Étant donné qu'ils n'ont pas répondu ça, le Bedin, lui, n'a pas à les supposer qu'ils avaient une chose pareille. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on dit il était à Strasbourg le matin et d'autres dîmes viennent dire, mais attends, c'est pas possible. Vous dites qu'il était à 8h, mais à 9h, il était à Paris. Donc, en voiture, on ne peut pas faire de 8h à 9h, même en train, on ne peut pas faire de 8h à 9h, et même en avion, simplement avec les aéroports, ce n'est pas possible. Donc, a priori, si à 9h, des témoins disent qu'il était avec nous à Paris, ça annule leur témoignage. Alors qu'en vérité, on pourrait très bien supposer qu'ils avaient une voiture et qu'ils ont roulé à une vitesse considérable, c'est pourquoi pas, en faisant du 250, qu'ils ont une voiture très rapide. Pourquoi pas? Sauf que si c'était le cas, eux auraient dû répondre, oui, non, mais c'est vrai, mais on a pris une voiture très rapide et on n'a pas respecté les limites étant donné qu'ils n'ont pas répondu ça, le Badin n'a pas à aller supposer une chose pareille, donc on considère que ce sont des faux témoins. Jusqu'ici, donc c'est des choses assez simples, on avance. Vama Rava. Et Rava enseigne. Deux sont venus et ont dit le dimanche, un tel a tué une personne. Donc là, il faut être très attentif à partir de maintenant. Donc je reprends. Il n'y a pas moyen de... Donc je reprends. Donc Vamaraba, toujours Abba qui enseigne, Baouchnaim, deux sont venus, deux témoins. On dit le dimanche, un tel a tué une personne. Ou Baouchnaim, et deux autres témoins sont venus. Vamrou, ils ont dit Imanu yitem bechad beshabta. Vous étiez avec nous dimanche. Jusqu'ici, c'est un cas habituel de Edim Zomémin. Donc, les premiers ont voulu tuer la personne qu'ils ont accusée. Et donc, normalement, on doit leur appliquer le din de Edim Zomémin. Donc, on doit les tuer eux. Donc, là, évidemment, si Rava avait enseigné ça, il n'aurait strictement rien enseigné. C'est le din habituel de Edim Zomémin. Sauf que ce qu'il y a de particulier cette fois-ci, c'est que les deuxièmes témoins vont rajouter autre chose. Et là, c'est les deuxièmes témoins qui parlent. Ceux qui sont venus annuler les premiers témoins en disant mais dimanche, vous étiez avec nous. Ces deuxièmes témoins disent et là, mais bitre beshabta, le lundi, harak pluni et anefesh. L'accusé dont vous parlez a effectivement tué quelqu'un. La personne dont on dit. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation très, 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 très surprenante où le deuxième groupe de témoins considère que le premier groupe de témoins a porté un faux témoignage en disant que Reuven a tué Shimon dimanche. Sur ce point-là, c'est un faux témoignage. Mais que sur le fond, c'est pas faux. C'est que Reuven a vraiment tué Shimon, sauf que ça s'est passé lundi. Donc, les premiers témoins ont voulu condamner à mort quelqu'un qui mérite la mort. Nous, on est dimanche, on est ni dimanche ou ni lundi, on est mardi, on est mercredi, on est les jours d'après. Donc, au moment où on écoute les deuxièmes témoins portent en vérité deux témoignages. Il y a deux témoignages chez eux. Deux témoignages qui ne se contredisent pas du tout, évidemment. Donc, ce sont deux témoignages qu'on peut très bien accepter l'un et l'autre. Premier témoignage porte sur les premiers témoins. Vous dites que dimanche, vous avez assisté à une scène, c'est pas possible, vous étiez avec nous. Point. Et deuxième témoignage, Reuven a tué Shimon lundi. Alors, la particularité, c'est que ces deux témoignages-là font que, d'une part, ils condamnent les premiers témoins à être des faux témoins, mais de l'autre côté, ils considèrent que ce qu'ils ont dit, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment faux. Alors, si on s'en tient simplement à ce qu'a dit Rabala, on pourrait dire oui, sauf qu'eux ont dit que Reuven avait tué Shimon dimanche, et à ce moment-là, Reuven n'avait pas encore tué Shimon, donc il n'y a pas de raison de les condamner à mort. Pardon, de le condamner à mort lui. Et donc, en conséquence, eux, il faudrait les condamner à mort, parce qu'eux ont voulu condamner à mort quelqu'un qui n'avait rien fait. Donc dimanche, il n'avait rien fait. Eux ont considéré que cet homme qui n'avait rien fait méritait la mort, donc eux mériteraient la mort pour cela. Sauf que Rabat continue, c'est toujours la même phrase de Rabat. Vélo, et pas seulement ça. Et là, mais Afil ou Amrou, même s'ils avaient Erev Shabbat à Rakouni et Tanefesh, c'est vendredi qu'il a tué quelqu'un, Neheragin, on les tue.
on reprend. Avec ce dernier cas, si le deuxième groupe de témoins vient dire au sujet du premier groupe de témoins, vous avez dit que dimanche, vous avez assisté au meurtre de Shimon par Reuven. Donc Reuven a tué Shimon dimanche. C'est ça que vous dites. Eh bien, nous affirmons que ce dimanche-là, vous étiez avec nous, donc vous n'avez pas pu assister à une chose pareille. Par contre, ce que vous dites que Reuven a tué Shimon, c'est entièrement vrai, parce que vendredi, nous avons assisté, nous, au meurtre de Shimon par Reuven. Et Reuven a vraiment tué Shimon vendredi. Donc, sur le fond de ce que vous dites, c'est vrai, pas exactement dans les détails, pas le jour que vous avez dit, mais Reuven a vraiment tué Shimon et il l'a tué vendredi. Donc, au moment où eux disent que Reuven a tué Shimon, donc dimanche, ils sont en train de porter un témoignage sur quelqu'un qui est véritablement un meurtrier, puisque eux disent qu'il l'avait tué vendredi en vérité. Donc là, on aurait pu supposer que même si on considère qu'ils sont des faux témoins parce qu'ils n'ont pas assisté à cette scène, on ne va pas les condamner à mort. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas les condamner à mort? Parce que le principe, c'est je vais leur faire ce qu'eux ont voulu faire. Mais eux, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu mettre à mort quelqu'un qui mérite la mort de toute façon, donc ils n'ont rien voulu lui faire. Encore dans le premier cas, en disant que Reuven méritait la mort dimanche alors qu'il n'a tué que lundi, à ce moment-là, ils ont voulu condamner à mort quelqu'un qui n'avait rien fait, donc il ne méritait pas la mort à ce moment-là. Donc on peut comprendre qu'on leur applique ce qu'eux ont voulu faire. Mais dans le deuxième cas, où eux ont voulu condamner à mort quelqu'un qui est effectivement mérite la mort, ben, ils n'ont rien voulu faire. Alors, ils ont peut-être porté un faux témoignage, dans ce sens qu'eux n'ont pas assisté, mais on leur applique ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire rien. Ils n'ont rien voulu faire parce qu'ils méritaient la mort de toute façon. Et pourtant, Rava dit, ils méritent quand même la mort. D'accord? Pourquoi? La Gemara va expliquer. Gavra lav barkatla hu. Car au moment où ils ont témoigné, donc au moment de leur témoignage, Gavra lav barkatla hu, la personne contre qui ils ont témoigné, donc la personne qu'ils ont accusée. Alors, lav barkatla hu, c'est difficile à traduire, et justement, ça va beaucoup jouer sur la façon de comprendre cette Gemara. Lav barkatla hu, littéralement, ça veut dire n'est pas ne s'applique pas à cette personne-là la mort. Donc la personne n'est pas condamnable à mort. Donc ça veut dire quoi qu'elle n'est pas condamnable à mort? Évidemment, il y a plusieurs façons de comprendre cette Gemara. Mais on va essayer d'abord de bien saisir ce qui est écrit et ensuite on va essayer de développer avec Rashi et Tosfot. Donc on reprend. Il faut que la Gemara soit très claire. On est dans un cas assez intéressant où on a deux groupes de témoins. Un premier groupe de témoins qui accuse Reuven d'avoir tué Shimon dimanche. Un deuxième groupe de témoins qui dit, on va s'intéresser qu'au deuxième cas, un deuxième groupe de témoins qui va dire, dimanche, vous étiez avec nous, donc vous êtes des faux témoins, donc c'est une hazamat, vous êtes des dimzomémines, donc normalement on devrait leur appliquer la mort parce qu'ils ont voulu condamner à mort quelqu'un. Donc ils sont des dimzomémines et vous étiez avec nous, c'est le cas habituel de dimzomémines. Sauf que la particularité de notre cas à nous, c'est que le deuxième groupe de témoins dit, mais par contre, vous, témoins, vous étiez avec nous, mais Reuven a vraiment tué Shimon, il l'a tué vendredi déjà, donc 2 jours avant. Alors on aurait pu se dire que les premiers témoins ont peut-être porté un faux témoignage, c'est vrai, parce que dimanche, Reuven n'a pas tué Shimon, Shimon était déjà mort et Reuven avait déjà tué. Sauf que la règle de la Denis, c'est qu'on leur applique ce qu'ils ont voulu faire. Ils n'ont rien voulu faire, finalement, parce qu'ils voulaient condamner à mort quelqu'un qui était condamnable à mort. Et pourtant, Rava nous enseigne qu'on les met à mort, ces gens-là. Que sur la base du témoignage du deuxième groupe de témoins, on les met à mort. C'est très étonnant, que Reuven a vraiment tué Shimon, d'après le deuxième groupe de témoins, et on va vraiment tuer Shimon d'ailleurs. Pardon, lui est mort. On va vraiment tuer Reuven. Donc, on va se retrouver dans une situation où on va tuer et les témoins et Reuven. Pourquoi cela? La Gemara dit, parce qu'au moment où eux témoignent, Lav Barkat Lahu, il ne mérite pas la mort. Mériter, ce n'est pas le bon terme. À lui ne s'applique pas la mort. D'accord? On va regarder Rashi. Regardez Rashi. Maïtama, quelle est la raison? Car au moment où ils témoignent, Yom Shlishi Beshabbat, quand ils sont venus mardi, les Haïd Alav, pour témoigner contre lui, Akate Gavra Lav Barkatla.
c'était une personne qui n'était pas encore passible de mort. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne est passible de mort? C'est très important. Ce n'est pas l'acte seulement, le crime qu'elle a accompli, mais il faut qu'elle soit passée par un tribunal pour être passible de mort. Pourquoi? Chez le Huad ala Vetdin. Car à ce moment-là, on n'avait pas encore témoigné contre eux dans un Betdin. Donc c'est le deuxième groupe de témoins seulement qui lui dit que Reuven avait vraiment tué Shimon depuis vendredi. Mais au moment où les premiers témoins qui s'avèrent être des faux témoins, parce que dit ça s'est passé dimanche, ça s'était pas passé dimanche. Au moment où eux témoignent, personne n'avait témoigné contre Reuven à ce moment-là. Donc cette personne-là avait commis un crime, on va considérer qu'elle a vraiment commis ce crime, hein, mais elle n'était pas encore passée devant le Bedin, il n'y a personne qui a témoigné contre cette personne de Bedin. Donc, première partie du Rashi, premier élément de l'explication de Rashi, c'est que pour comprendre que quelqu'un est passible de mort, il faut d'abord comprendre, un, qu'il ait commis un crime, bien évidemment, mais deux, et c'est obligatoire, que cette personne se soit retrouvée devant un tribunal et qu'on ait témoigné contre elle. Et tant qu'on n'a pas témoigné contre cette personne-là, la personne n'est pas passible de mort. Et alors, elle va quand même être condamnée à mort, finalement, elle a vraiment tué, donc elle a mérite cette mort-là. Donc Rachid va quand même rajouter un point. Mais il ou hava até, et si il était venu, donc on parle ici du criminel. Donc entre le moment où il a tué véritablement quelqu'un, on va considérer ça que c'est un fait avéré. Hein. Donc entre le moment où il a tué et le moment où on viendrait témoigner contre lui, s'il était venu, ou modé, il aurait reconnu, avait miftar, il aurait été comment on dit, gracié, on ne lui aurait pas appliqué la sentence. Nimtza, shemayu mechayvin mita, et mishenu raoui lamut. Il s'avère qu'ils ont condamné à mort quelqu'un qui ne mérite pas la mort. Donc Rashi, voilà comment est-ce qu'il explique. C'est que eux viennent mardi pour témoigner au sujet de Reuven qu'il a tué Shimon dimanche. Alors qu'en fait, il avait tué Shimon, il avait vraiment tué Shimon vendredi. D'accord. Pour l'instant, au moment où eux, mardi, arrivent pour témoigner, personne n'avait témoigné contre Reuven. Et donc, Reuven avait encore une chance de ne jamais être condamné à mort. Voilà comment Rashi comprend. Puisque personne n'avait témoigné contre lui, et que peut-être qu'après quelqu'un serait arrivé, puisque finalement on a vu qu'il y a le groupe de témoins qui va venir vraiment témoigner contre lui. Mais avant que ce groupe de témoins qui vienne témoigner contre lui, Reuven avait encore une chance de s'en sortir en venant lui-même de son propre chef s'accuser, et à partir de là, il n'aurait pas été condamné à mort. Voilà ce que dit Rashi. Donc Rashi comprend que de manière technique, la personne avait encore une chance d'y échapper. Et que donc, ils ont vraiment condamné à mort quelqu'un qui réellement, j'insiste là-dessus parce qu'après on va voir avec Tosfot, d'après Rashi, une personne qui réellement avait une chance de s'en sortir et de ne pas être condamnée à mort. Donc à partir de là, ça suffit pour considérer que les premiers témoins ont voulu tuer quelqu'un qui ne devait pas mourir. Donc on va leur appliquer ce qu'eux ont voulu faire. Voilà comment Rashi explique. J'espère que c'est clair. La difficulté sur Zoom, c'est que c'est difficile de vous voir et de savoir ce que vous pensez. J'essaie d'être lent et de bien expliquer. Quelqu'un qui avoue un crime avant qu'il y ait un témoignage est forcément rendu patou. C'est ce que dit Rashi ici. Ça va énormément surprendre Tosfot. Surprendre, c'est un petit mot. Tosfot ne va pas accepter cela. Ça paraît très étonnant en vérité. Qu'une personne, ça on le sait, qu'une personne ne puisse pas s'accuser d'un meurtre, ça on le connaît dans la Gemara. Contrairement au droit actuel où on fait tout pour la meilleure preuve aujourd'hui pour condamner quelqu'un, c'est l'aveu. On fait tout pour pousser à l'aveu. C'est vraiment aujourd'hui le droit actuel incite énormément à l'aveu. Même dans la procédure, on va faciliter s'il y a des aveux, etc., etc. Dans la halakha, c'est tout le contraire. Si quelqu'un avoue, on ne peut pas le condamner. Rashi va plus loin. Il semble dire, Rashi, quelque chose qui est encore plus étonnant, c'est que s'il avoue, même si des témoins viennent ensuite, on ne le condamne pas. Alors, qu'on ne le condamne pas que sur la base de son aveu, ça on connaît dans la Gemara, mais qu'à partir de là, il ne soit plus du tout condamnable, ça c'est très étonnant ce que dit Rashi. D'accord. Tosfot n'accepte pas du tout cette idée-là, donc c'est une très bonne remarque, c'est ce que nous allons voir. Voilà, regardons Tosfot.
Car au moment où les premiers Edim ont témoigné, ils ne méritaient pas encore la mort, ils n'étaient pas encore condamnables à mort. Puis Rashi contraste, Rashi a expliqué, Mishum, parce que de I avait modé, car si cet accusé-là, qui s'avère être un vrai coupable, avait reconnu, Miftar, il aurait été, je ne sais pas quelle traduction vous auriez me proposer, donc il n'aurait pas été condamné. Velonir et Rashi Tosfot dit, ça ne paraît pas juste. Des élo matzino, car ça on ne l'a jamais vu. Des miken, car si c'est ainsi, kol chayve mitot bet din, yachol lehodot veliftar, atzmo, car n'importe qui mérite, qui risquerait d'être condamné à mort, eh bien, il conviendrait l'attraper pour l'amener au Beddin, eh bien, très rapidement, il dirait, mais oui, je l'ai fait, puis comme ça, il n'a plus rien. Je vous rappelle que dans la halakha, normalement, si une personne n'est pas condamnée à mort, elle n'a aucune autre condamnation. Il n'y a pas de prison, il n'y a rien du tout. Donc, une personne, elle va très rapidement, elle va dire, oui, c'est bon, je l'ai tué, puis de toute façon, elle ne risque rien. Si encore c'était pour éviter je ne sais quoi, etc., elle va dire, elle va quand même essayer de tenter en espérant que les témoins ne soient pas reconnus. Donc, mais du moment que quelqu'un sait qu'elle a tué, elle sait qu'elle est vraiment criminelle, d'accord? Imaginez quelqu'un qui sait très bien en vérité qu'il est coupable. Et on l'amène au Bédine, donc on l'a trouvé, on l'amène au Bédine, et bien il s'empresse de dire que ce qu'il a fait, il avoue, et à partir de là, il a quitté. Ce serait trop facile, une chose pareille. Donc, et à part ça, on n'a jamais vu dans la Gemara. Venir et les Faresh, et donc on n'accepte pas l'explication de Rashi, que c'est en raison de l'aveu possible, et donc que la personne ne soit pas condamnée, réellement, je vous ai dit techniquement, elle ne sera vraiment pas condamnée, eh bien, c'est pour cela que les Edim Zomemim sont condamnés à mort, parce qu'ils tuent quelqu'un qui aurait pu vraiment s'en sortir, d'après Rashi. Ce n'est pas d'accord. Venir et les Faresh, on peut expliquer. La Barkat Lahu, il ne risque pas la mort à ce moment-là. Pirouche l'explication. Kodem Shenigmar Dino, tant que le jugement, la sentence n'a pas encore été formulée. Donc, Rashi avait dit tant que les Edim n'étaient pas venus. Regardez comment Tosfot change déjà même cela. Même si les Edim viennent, même si les Edim viennent, mais que la sentence n'a pas encore été prononcée, il peut encore s'en sortir. Pourquoi? Des Shemalo Yavo Edim, parce que, donc, premier cas, d'abord, il risque qu'aucun témoin ne vienne. On n'en sait rien si les Edim vont venir. Vim Yavo Edim, le Yedutan Kayam. Et s'ils viennent des Edim et qui vont témoigner, peut-être que leur témoignage ne sera pas accepté, puisqu'on sait qu'on est très, très, très dur avec les témoins. Donc, et ça, l'accusé le sait très bien. Il sait très bien que les gens qui l'ont vu l'ont peut-être pas bien vu. Lui pense être bien habillé, etc., bien caché, etc. Donc, il dit même si quelqu'un m'a vu, il m'a peut-être pas bien vu, et n'importe quel tribunal saura faire tomber son témoignage, puisque les tribunaux, on sait qu'ils sont très durs avec les témoins qui veulent condamner à mort quelqu'un. Veod et encore, chez Assour le Orgo, à Gamer Dino. Et là, c'est une toute autre logique qu'apporte Tosfot cette fois-ci. Première logique qui ressemble un petit peu à celle de Rashi, qui est technique, c'est-à-dire techniquement, peut-être que cette personne n'aurait pas été condamnée à mort. Rashi avait dit parce que lui aurait pu avouer. Tosfot propose tout à fait autre chose. S'il avait avoué, ça n'aurait rien changé du tout. Mais peut-être parce qu'il n'y aurait pas eu de témoin. Peut-être si les témoins étaient venus, il n'aurait pas été reçu, il n'aurait pas été reconnu. Point. Et encore, ajoute Tosfot, c'est une toute autre logique cette fois-ci, qui n'est pas technique. Chez Assour les Horgo, c'est interdit de tuer une personne tant que le Gmardin n'a pas eu lieu, tant que la sentence n'a pas été prononcée. Au Shene Gmardino, et lorsque la sentence a été prononcée, Kvar Vadai Vahu, là c'est sûr que cette fois-ci, il est considéré comme accusé. Au Ilukvar Baouedim, puisque les dîmes sont déjà vus, Metkabel et Doutan, et que leur témoignage est accepté, Horgo, pas tour. Et donc Tosfot met en relation avec une autre règle qui est connue, qui est la suivante. Si une personne tue un criminel, mais pour qui la sentence n'a pas encore été prononcée, la personne qui a tué est condamnée à mort. Point. Et là, ça n'a rien à voir avec l'aveu ou pas l'aveu, ça se passe dans le Beddin. Imaginez-vous, dans le tribunal lui-même, les témoins ont parlé, on est à quelques minutes de la sentence, quelqu'un de l'Assemblée se lève, tue directement le coupable pour venger le sang de la personne qui est morte. Eh bien, puisque la sentence n'a pas été prononcée, on condamnera à mort celui qui a tué. S'il avait attendu quelques minutes et que la sentence avait été prononcée, que maintenant l'accusé mérite la mort normalement, d'accord, il va être condamné à mort pour de vrai.
et que c'est tout à fait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a rien à voir, quelqu'un qui ne fait pas partie qui n'est pas payé pour ça, ce n'est pas le bourreau, d'accord, ce n'est pas les témoins. Le même exemple que je vous ai donné, quelqu'un de la famille se lève et tue à ce moment-là l'accusé, étant donné que la sentence a déjà été prononcée, on considère qu'il a tué quelqu'un qui est déjà mort d'une certaine façon. Que le fait que la sentence soit prononcée, ça rend cette personne comme, entre guillemets, virtuellement morte. Donc, c'est une toute autre logique, je vous ai dit. C'est que quand on tue quelqu'un avant la sentence, on tue une personne vivante. On tue quelqu'un après la sentence, on tue une personne morte. Et tuer une personne morte, ça n'est pas tuer quelqu'un. Donc, cette idée de tuer une personne morte, tuer une personne vivante, on trouve dans d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les témoignages, etc. C'est qu'il y a des situations parfois dans la vie où une personne est considérée comme déjà morte d'une certaine façon. Alors, c'est interdit peut-être d'abréger ses jours, mais celui qui l'a fait ne sera pas condamné à mort parce que c'est une personne déjà morte qui l'a tué. Il y a plusieurs exemples différents, on ne va pas rentrer là-dedans. Quelqu'un de virtuellement mort, hein, et que c'est une personne déjà morte qui a été tuée. Alors ici, c'est un petit peu cela que dit Tosfot. Donc, première chose, encore une fois, que propose Tosfot, c'est que techniquement, la personne avait encore une chance de s'en sortir. Et donc, on n'est pas assuré du tout que la personne serait mise à mort. Et deuxième chose, au niveau de la loi, cette personne-là est considérée comme une personne vivante. Donc, eux, quand ils ont témoigné contre lui, ils ont voulu mettre à mort quelqu'un donc, ils ont voulu tuer quelqu'un qui à ce moment-là est une personne vivante. Voilà. Donc, c'est comme si, on prend l'exemple, c'est comme si au lieu de prendre une arme et de lui tirer dessus, ils avaient utilisé le tribunal pour la mettre à mort. Utiliser le tribunal pour mettre à mort quelqu'un qui est vivant, eh bien, on est condamné à mort. Utiliser le tribunal pour mettre à mort une personne qui est déjà morte, on n'est pas condamné à mort. Point. Voilà, c'est tout. Voilà les deux explications de Tosfot. Elles sont très fortes. Hein. La question qu'il pose contre Rashi est très forte. Et les propositions qu'il fait, en plus, regardez, il a deux propositions et les deux tiennent très bien, hein, sont très fortes, bien qu'elles utilisent deux logiques complètement différentes. C'est tellement fort qu'on est surpris, pour le coup, de l'explication de Rashi. D'abord, c'est une question contre Rashi, et puis deuxièmement, Rashi aurait lui aussi tout aussi bien apporté les réponses qui sont dans Tosfot, et il ne le fait pas. Il est parti chercher cette idée que la personne aurait pu avouer. Et que pouvant avouer, ben, c'est très étonnant. Voilà ce que. Voilà une difficulté contre Rashi, puisque je dis, la question de Tosfot est très forte et les réponses de Tosfot sont très justes. Hein. Parfois, Tosfot apporte il a une bonne question contre Rashi, mais il a des réponses qui sont un peu tirées par les cheveux. Là, ça ne semble pas du tout être le cas. À tel point qu'il existe même des Rishonim qui vont essayer de lire Tosfot dans Rashi, mais honnêtement, c'est très difficile. Mais je vous explique pourquoi, parce que effectivement, l'argumentaire de Tosfot est très fort cette fois-ci. Donc, on voulu voir un petit peu la même idée. Donc, ce que veut dire Rashi, c'est en fait ce que dit Tosfot, etc. Mais c'est un peu difficile. On peut peut-être, encore une fois, c'est juste une recherche que j'ouvre ici, voir dans Rashi une sorte d'approfondissement de ce que dit Tosfot. C'est-à-dire, quand la Gemara nous dit que quelqu'un qui tue une personne contre qui on a témoigné, mais pour qui la sentence n'a pas encore été prononcée, quelqu'un qui tue cette personne-là, eh bien, il a tué une personne vivante, alors que sinon, après la sentence, il a tué une personne morte, donc il sera acquitté dans le premier cas, il serait condamné dans le premier cas. Il resterait posé la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'effectivement on fait ces distinctions-là? Et la réponse, ce serait la même question qui aurait été que dans la Gemara, et à cette même question-là, on répondrait peut-être la même réponse d'après Rashi, qui est de dire, d'après lui, hein, que jusqu'au dernier moment, la personne peut avouer. Et le fait d'avouer, ça aurait permis peut-être d'annuler ce que disent les témoins. Alors, c'est difficile de faire entrer Rashi, même après le témoignage des premiers, tant que la sentence n'a pas été prononcée. Ça paraît quand même assez étonnant. Mais il faudrait expliquer cette raison de cette distinction-là. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Tosfot propose deux réponses. Je dis, il propose une réponse technique d'abord, et ensuite une réponse qui est, dire, plus au niveau, une sorte d'application de la loi pure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle une personne vivante, une personne morte, au niveau des principes. On peut également expliquer à l'intérieur même de Tosfot les deux réponses, pourquoi ce sont nécessaires, parce que la première explique la deuxième, encore une fois. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une personne est considérée comme vivante? Parce que jusqu'au dernier moment, peut-être qu'elle pouvait s'en sortir.
Peut-être que les premiers témoins, il n'y a qu'une paire de témoins ici. Peut-être que les témoins qui étaient venus, jusqu'à la dernière seconde, on aurait trouvé le moyen d'annuler leur témoignage. C'est encore possible. Pour l'instant, on l'a accepté, la sentence n'a pas encore été prononcée. Jusqu'à la dernière limite, on est dans une situation où on peut peut-être faire tomber ce témoignage-là. Voilà pour Tosfot. Encore une fois, ici, l'explication de Tosfot est assez forte. C'est intéressant ce que dit Rashi ici concernant l'aveu, qui annulerait complètement la possibilité d'être condamné, même si des témoins viennent ensuite. Du moment que la personne est venue avouer, eh bien, ça annulerait sa condamnation. Alors, il faut dire qu'il y a des implications quand même. Il ne faut pas imaginer qu'effectivement, quelqu'un qui avouerait pourrait rentrer chez lui comme si de rien n'était. D'abord, on avait expliqué que dans la halakha, on reconnaît la possibilité qu'ont le Beth Din d'user de tous les moyens qu'il désire pour condamner la personne comme il le désire, s'il considère que cette personne mérite une condamnation, même si c'est en dehors des lois de la Torah ou de la halakha. Et qu'une personne qui avouerait un meurtre, eh bien, le Chaim pourrait très bien lui appliquer quelque chose. Ensuite, au niveau de la vie sociale, cette personne-là ne peut plus témoigner, elle est considérée comme un criminel, etc. Ça va avoir beaucoup d'implications. Donc, c'est pas rien de considérer que quelqu'un qui avoue, c'est comme si de rien n'était, et que tout le monde pourrait faire ça, comme dit Tosfot. C'est pas du tout évident que n'importe qui pourrait faire ça pour s'acquitter. Et qu'effectivement, Rashi pense que un aveu, ce serait une façon d'annuler la condamnation qui risquerait de lui tomber dessus. Alors, sur cela, la Gemara va objecter contre Rava, pas sur le fond, bien au contraire, en disant que ce que dit Rava, en vérité, c'est une évidence. Nous allons le voir. Donc, je répète, on parle du cas ici où on a eu des premiers témoins qui ont venu condamner quelqu'un, d'autres témoins qui sont venus attaquer les premiers en disant vous étiez avec nous, mais par contre, sur le fond de votre témoignage, c'est vrai, Reuven a vraiment tué Shimon. Et donc, on se retrouve dans une situation étonnante où on va tuer les témoins et tuer la personne qu'eux ont voulu condamner. Alors que normalement, le principe des Dim Zomemim, c'est qu'on va leur appliquer ce qu'eux ont voulu faire et qu'on suppose qu'on n'a pas fait à l'autre. Or ici, on le condamne vraiment à mort, finalement. Donc les deuxièmes témoins vont et condamner à mort la personne que les premiers ont voulu condamner à mort et condamner les témoins eux-mêmes. Et c'est une situation un petit peu étrange. La Gemara va dire il n'y a rien d'étrange du tout à cela. On ne comprend même pas pourquoi Rabbi a besoin de nous le dire, puisqu'en fait, c'est quelque chose que l'on sait pertinemment d'une Mishnah. C'est écrit clairement, quasiment. La Gemara dit Maïka Mashmanan. Voilà, vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui est venu nous enseigner Rabba? Tanina, ça a été enseigné. Où est-ce que ça a été enseigné? Dans une Mishnah dans laquelle on dit les mots les fichach, nimtzet achat men zomemet, hu vehen neheragin, veshni aptura. Alors, on va regarder cette Mishnah, elle est vraiment pas loin, elle est juste au Dav Vav Amud Bet, il faut juste tourner 2 pages. La Mishnah la voici. Hayushnaim ro'in oto mechalon ze. Donc, 2 témoins voyaient une personne d'une fenêtre. Ushnaim ro'in oto mechalon ze. 2 autres témoins voient la même personne d'une autre fenêtre. Ve'echad matrebo ba'emtsa. Et au milieu, il y a quelqu'un qui fait la hatra, qui avertit. Que pour condamner quelqu'un à mort, il ne suffit pas qu'il y ait eu un témoignage que la personne est tuée. Il faut en plus qu'il y ait un témoignage que la personne ait été avertie, qu'il y a eu une hatra. Qu'on lui a dit attention si tu tues, etc. Donc on est dans un cas où tout à fait normal, où toutes les conditions sont réunies pour condamner à mort vraiment quelqu'un. Il y a un meurtrier, il y a quelqu'un qui fait une hatra, qui l'avertit qu'il va être condamné à mort, et il y a des témoins. Et même d'ailleurs, il y a 2 paires de témoins, chacun d'une fenêtre différente. Bisman shemiktzatan roin elu et elu, hare elu edut achat. Si les uns voient les autres, si les 2 fenêtres, ils peuvent en plus se voir, si chaque groupe de témoins à chaque fenêtre voit la personne qui est accusée, mais aussi se voit entre eux, on va considérer que c'est un seul témoignage, c'est-à-dire que ce n'est pas plusieurs groupes de témoins, c'est un seul groupe de témoins, comme s'ils étaient tous à la même fenêtre, en vérité. Veim lab, et sinon, il s'agira de 2 témoignages,
de témoignages qui sont exactement les mêmes, hein, qui ils disent exactement la même chose, que Reuven a tué Shimon. Il ne s'agit pas de témoignages ici qui se contredisent du tout. Hein, pour l'instant, on n'est pas du tout dans un cas de Edim Zomimi. Donc jusqu'ici, la Mishnah juste nous dit la chose suivante, qu'on va considérer comme un seul et unique témoignage des témoins qui se voient, et comme des témoignages différents si les témoins ne se voient pas, même si le témoigne est exactement de la même chose. Qu'est-ce que ça change? Les fichach, et c'est là la citation que nous a fait la Gemara chez nous. Et nimtzet achat mehen zomemet, si l'une des deux a été rendue zomemi, hu vehen neheragin, lui et eux sont tués. Veshnia ptura, et la deuxième est rendue patour. Donc, voilà ce qu'on est en train de nous dire. Imaginez-vous dans la situation que l'on a dite, il y a des témoins qui viennent et qui disent de telle fenêtre, nous avons vu que Reuven a tué Shimon. D'autres témoins arrivent et disent, nous, de telle autre fenêtre, on a vu que Reuven a tué Shimon. Et le Bedin, il dit, mais vous arrivez à vous voir? Il dit, ah non, pas du tout, moi je ne savais même pas qu'ils étaient de l'autre côté. Chaque groupe de témoins ne voit pas l'autre groupe de témoins. Donc, pour l'instant, le tribunal, ça ne lui pose strictement aucun problème. Il a deux témoignages qu'il doit considérer comme deux témoignages séparés, mais qui vont exactement dans le même sens, donc Reuven doit être condamné à mort. Mais voilà que un troisième groupe de témoins viennent et disent, nous, on ne sait pas du tout si Reuven a tué Shimon, ça, on n'en sait rien du tout. Mais par contre, tel jour, à telle heure, ce groupe de témoins A, là, qui dit de telle fenêtre a vu que Reuven a tué Shimon, ce groupe-là, il était avec nous. Donc, on est en train de dire que ces témoins-là ont voulu condamner à mort Reuven. Eh bien, on va les condamner à mort. Mais nous dit la Mishnah, mais on va aussi condamner à mort Reuven, parce que l'autre groupe de témoins qu'on n'a pas du tout annulé, lui, condamne bien à mort Reuven. Donc c'est un cas en vérité encore meilleur d'une certaine façon que celui que Rava nous a proposé, parce qu'il ne s'agit pas de dire que depuis vendredi ou depuis lundi, etc. Là, le témoignage lui-même, exactement les mots même du témoignage à la même heure, etc., dans le même lieu, est entièrement validé. Ce qui n'est pas validé, c'est de dire qu'eux ont assisté à cela. Donc, ils ont voulu condamner à mort quelqu'un qui mérite vraiment la mort, puisqu'il y a un autre groupe de témoins qui le condamne à mort. Donc, on aurait pu dire, alors on ne va pas les condamner à mort, et pourtant la Mishnah dit bien qu'on les condamne à mort. Donc, du moment qu'ils ont porté un faux témoignage et que ce faux témoignage est avéré, peu importe si sur le fond, ce qu'ils ont dit est entièrement vrai, et la preuve c'est qu'on a d'autres témoins qui le disent, eh bien on les condamne à mort quand même. Donc, on voit bien, d'après cela, qu'à plus forte raison, si ça porte sur vendredi ou sur etc., que ça ne nous posera aucun problème de les condamner à mort. Donc, Rava ne nous a rien appris. Voilà ce que nous dit la Gemara en citant cette Mishnah. Comment vous traduisez la Shnia Petura? Le deuxième groupe de témoins, il est patour, c'est-à-dire que lui ne mérite pas la mort. Ah. Ce qui est normal, parce qu'on a dit que le témoignage il est scindé. Alors, il y a une règle que je n'ai pas citée, mais qui est importante, c'est que quand on fait des dîmes zomines, ça fait tomber tout le témoignage normalement. Si on a un groupe de témoins qui est ensemble. Imaginez que vous avez un groupe de témoins qui tous ensemble arrivent à 4. Ils disent nous avons vu, etc. Et on en fait tomber 2, ça annule le témoignage. Mais là, ça ne va pas condamner à mort tout le monde, ça condamne à mort que ceux sur lesquels on a appliqué le dîme de Edim Zomémine. Donc, ici, le fait que ce soit des fenêtres différentes et qui ne se voient pas, ça nous scinde les témoignages complètement. Donc, il reste un groupe de témoins qui, lui, est complètement séparé du premier, qui peut donc condamner à mort Reuven, effectivement, comme c'était prévu. Donc, on se retrouve effectivement dans une situation où des témoins sont tués, et pour autant, ce qu'ils disent est complètement accepté sur la base de notre témoignage. Donc, ça prouve bien que c'est le simple fait qu'ils aient témoigné de manière fausse en disant nous avons vu, etc., qu'il est condamné à mort. Vous voyez qu'avec cette Mishnah-là, encore une fois, le Rashi nous paraît un peu difficile. On sent bien qu'il y a l'idée de porter un faux témoignage. Et ça mérite la mort. Et Rashi a dit non, parce que jusqu'au dernier moment, la personne elle a encore la possibilité d'avouer. Alors qu'ici, dans notre cas, nous, comment jusqu'au dernier moment, la personne aurait pu avouer? On se retrouve dans une situation où tout s'est fait en même temps. Les témoignages arrivent au même moment. Donc, comment la personne aurait pu avouer? C'est un peu difficile. Si on a le temps, peut-être plus tard, on essaiera d'y revenir. Voilà. Donc, la question de la Gemara est très claire. On ne voit vraiment pas du tout ce que nous a apporté Rava, puisque la Mishnah
montre bien qu'on peut très bien tuer des témoins alors qu'on tuera aussi l'accusé qu'eux ont voulu accuser. On revient à notre Gemara. Qu'est-ce que c'est venu m'apprendre? Tanina, on a enseigné dans la Mishnah. Les fichar, donc c'est la citation de la Mishnah, c'est pourquoi. Donc, dans le cas où il y avait deux groupes de témoins qui étaient séparés, qui ne se voyaient pas, si l'un d'entre eux a été rendu zomemim, hu vehen et ragim. Lui, donc l'accusé, et eux, les témoins, sont tués. Be'ashni petura, et l'autre groupe de témoins, lui, par contre, est pas tout. Réponse de la Gemara. Pourquoi Rava alors nous a enseigné cette histoire de témoins qui seraient venus et ensuite d'autres témoins qui seraient venus pour dire non, ça, ce jour-là, vous étiez dimanche, vous étiez avec nous, mais il a vraiment tué vendredi ou lundi, d'accord? Pourquoi est-ce que Rava nous a enseigné ça? Puisque ça prend évidemment de la Mishnah elle-même. Sefa, Mash Enken, Big Mardin. L'enseignement de Rava ne porte pas sur le début, c'était juste une façon de présenter un cas, ça en vérité, mais le cas, effectivement, tel que nous l'avons jusqu'à maintenant, en tant que tel, n'a rien de nouveau. Mais c'est sur la base de ce cas-là qu'il est venu apporter un autre enseignement, qui lui par contre ne ressort pas de la Mishnah, Mash Enken Big Mardin, ce qui n'est pas le cas avec le Gmardin. Istarichala, c'est ça qu'il a voulu enseigner. Et donc où est-ce qu'on voit qu'il a dit ça? C'est la suite que va citer la Gemara. Ba'ushnaim ve'amru bechad beshabta nigmardino shel pluni. Ou Ba'ushnaim ve'amru bechad beshabta imanu eitem. Et la Be'erev Shabbat Nigmar Dino Shel Puni, Velood, et la Filou Amre Betre Beshabta Nigmar Dino Shel Puni, En Elu Neheragin, de Beidina de Kamesa de Gavra Bar Katlahu. Point. Donc en vérité, c'est pour cet enseignement-là que Rava a parlé. Donc il a juste présenté un premier cas qui effectivement n'a rien de nouveau, pour ensuite comparer avec le deuxième cas. Alors le deuxième cas, le voilà, il se ressemble énormément, sauf ce qui change, c'est la question du Gmardin. On va le traduire. Baoushnaïm, deux sont venus. Ve'amro, ils ont dit, Bechad Beshabta, le dimanche, Nigmar Dino Shel Pluni. Il y a une sentence dans le Bedin prononcée contre un tel. On n'est pas habitué, nous, à ce genre de témoignage. Nous, on est habitué à ce qu'on témoigne directement sur un acte. Un tel a commis tel acte. D'accord? Ici, on a un témoignage sur une décision du tribunal. Donc, des témoins disent, nous avons assisté que tel jour, le Bedin avait condamné cette personne. Et la sentence a été prononcée, ensuite il s'est enfui. Et ça s'est passé il y a de nombreuses années, le Bedin n'existe plus, il n'y a plus de traces, etc. Mais nous étions témoins. Et bien sur la base de ce témoignage-là, on condamne cette personne à mort. Parce que la sentence n'a toujours pas été appliquée. Donc ils disent, voilà, dimanche, tel jour, dimanche, cette personne avait été condamnée à mort et la sentence avait été prononcée, mais il s'est enfui. D'accord? Ubaoushnaïm be'amrou, et deux autres témoins sont dit, Bechad Beshabta, mais pas du tout, ce dimanche-là en question. Imanouitem, vous étiez avec nous. Donc, vous ne pouvez pas dire que le tribunal a condamné à mort Réhouven. Mais par contre, et là, BRF Shabbat, mais vendredi, Nigmar Dino Shepluni. Il y avait vraiment une sentence qui avait été prononcée contre cette personne le vendredi d'avant. Vélood, et pas simplement, et là, Afilu Amrou Betre Beshabta. Et même s'ils avaient dit le lundi, Nigmar Dino Shepluni, que la personne a été condamnée à mort le lundi, En elu neheragin, on les condamnera dans aucun cas à mort. De beidina de kamesahade gavra, excusez-moi, je me souviens, barkat lahu, car au moment où ils ont témoigné, cette personne méritait la mort, elle était passible de mort. Donc de dire sur une personne repose une sentence du Bedin, c'est considérer que cette personne est déjà morte d'une certaine façon. Donc, vouloir tuer quelqu'un qui est déjà mort, ça n'est pas le tuer du tout. Donc ce qu'ont fait les premiers témoins en disant qu'une personne, sur cette personne-là, il y a eu un gmardin, alors qu'effectivement, il y a eu un gmardin contre elle, que ce soit vendredi, même soit lundi d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire même le lendemain. Donc au moment où eux disent que la chose s'est passée, eh ben, à ce moment-là, elle ne méritait pas la mort. Mais du fait que finalement une sentence a été prononcée contre cette personne-là, eh bien, c'est comme si en réalité ils n'avaient rien fait du tout. Ils ont condamné à mort quelqu'un qui vraiment est condamné à mort. Donc c'est ça l'enseignement intéressant de Rava en vérité. Le premier enseignement de Rava de dire qu'on peut tuer et les édim et l'accusé, alors qu'on considère que ce sont des faux témoins, c'est un enseignement qu'on apprend à la Mishnah. Mais de dire qu'on ne tue pas les édim,
quand ils ont voulu accuser quelqu'un à mort, et qu'on sait qu'ils ont voulu le condamner à mort, vraiment ils ont voulu le condamner à mort. Mais étant donné que cette personne méritait vraiment la mort, et bien à partir de là, on ne les condamne pas à mort. Et il ajoute, et c'est vrai également, pas seulement pour les condamnations à mort, mais même pour les paiements des knassot, des amendes. C'est important ce qu'il dit là, précisément les knassot. C'est-à-dire, deux sont venus et ont dit, le dimanche, une personne, Ganav, il a volé, Tavach, il a tué l'animal qu'il a volé, ou Macha, ou bien il l'a vendu. Et donc d'après la Torah, s'il s'agit du menu bétail ou du gros bétail, il va devoir payer 4 ou 5 fois. Ça s'appelle Ganav, Tavach ou Macha. Quand on sait un vol normal, on paye le double. Quand c'est un mouton ou un taureau, on paye 4 ou 5 fois. D'accord. C'est à condition qu'il ait volé, qu'il ait tué ou qu'il ait vendu après. Très bien. Donc, il condamne une personne à payer 4 ou 5 fois le vol qu'il a accompli. Et viennent deux autres témoins et disent mais le dimanche en question, vous dites que cette personne elle a volé, etc. Ben, vous étiez avec nous. Et là, mais par contre, le lundi, il a vraiment fait tout ce que vous avez dit. Eh bien, Meshalmin, donc, ils vont payer. Velod, et la filou amrou be'erev Shabbat ganav tavach machar Meshalmin. Également, s'ils avaient dit que ça s'était passé vendredi, qu'il avait vu, etc., ils vont devoir payer des beidna de kamesahade gavra l'arbatashluminhu. Car au moment où ils ont témoigné, la personne ne méritait pas de payer. Donc exactement comme le cas qu'on a vu précédemment, quand on a voulu condamner à mort quelqu'un, s'ils accusent quelqu'un d'avoir tué, on va les tuer même si on reconnaît le fait que la personne est meurtrière. Par contre, si ils ajoutent Nigmardino et que la sentence a été prononcée, donc le même cas, mais il y a eu sentence que cette personne-là doit payer 4 ou 5 fois. Ou Baouch, Naimamrou, Bechad, Bechapta, Manouitem, et le dimanche vous étiez avec nous, et la Erev Shabbat, Ganav et Tabach Machar, Venigmardino, Velo, et la Filou Amrou, Bechad, Bechapta, Ganav et Tabach Machar. Mais par contre, vendredi ou bien lundi, il a vraiment volé, tué et vendu, etc. Et la sentence a été prononcée. En Meshalmin, dans tous ces cas-là, il ne paye pas. Des Beidna, des Kamesahade, car au moment où eux témoignent, Gavra, Bartash Luminu, ils ont témoigné contre quelqu'un qui devait vraiment payer. C'est-à-dire le fait qu'il y ait eu un tribunal, que la sentence est prononcée, fait que cette personne-là était en situation de paiement déjà. Donc ils ont juste témoigné contre quelqu'un qui devait de toute façon payer. Donc ce qu'a dit Rava, il a considéré que le Gmardin change la loi. Si dans le témoignage il y a l'idée d'une sentence, deuxième chose que nous fait Rabat, c'est qu'il fait un parallèle entre les dîners knassot et les condamnations à mort. Que pour les knassot, ça fonctionne comme les condamnations à mort. Alors, on va regarder dans Rashi ce point-là. Chez Hamodebo, Patour, car celui qui reconnaît un knas est Patour. D'accord? Patour dino, il est Patour du din, Namé Beze qui dîne nefashot. Veyesh chiluk ben edut gufama, c'est l'edut shel gmardin. Donc quelqu'un qui reconnaît un knas, c'est Patour, il est quitte, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de payer sur la base de son aveu, grâce à son aveu. Il n'est pas obligé de payer le knas. Par contre, il sera obligé de payer la valeur du vol lui-même, c'est obligé de rembourser l'objet, ça oui. Donc, il a volé un objet, il doit rendre l'objet. S'il n'a plus l'objet, il devra rembourser la valeur de l'objet. Mais dès qu'on passe au CNAS, le CNAS ici, c'est le double, le 4 ou le 5 fois dans ce qui a été volé, eh bien, on va appliquer le même din que Din Nefashot, que les lois des condamnations à mort. C'est que si les premiers témoins ont accusé quelqu'un de CNAS ou de Din Nefashot, eh ben, on va les tuer du moment qu'ils sont des dîmes, même si véritablement la personne est condamnée. Par contre, s'ils ont dit qu'il y a eu Akmardin, dans ce cas-là, on va rien faire. Et Rachid dit Chameau des beaux patour, car celui qui reconnaît patour. Vous voyez que Rachid reprend exactement la même logique que ce qu'il avait dit pour la condamnation à mort tout à l'heure. Que qu'est-ce qui justifie cette ressemblance entre Knas et les condamnations à mort?
c'est que quelqu'un qui reconnaît un knas est patour. Donc, sous-entendu, donc jusqu'au dernier moment, tant qu'il n'y a pas de gmardin, la personne pouvait très bien s'acquitter et ne pas payer le knas, d'accord? Donc, puisqu'elle pouvait ne pas payer ce knas-là, eux, en l'accusant, ont voulu l'accuser de quelque chose qu'ils n'étaient pas obligés de payer d'une certaine façon. Et donc, à partir de là, c'est pour la raison pour laquelle on les fait payer eux. Mais s'il y a gmardin, il était obligé de payer de toute façon après le gmardin, d'accord? Le din de Amodé Biknas Patour est reconnu par tout le monde. Ça, c'est la Gemara le dit partout. Qu'effectivement, Amodé Biknas Patour, que quelqu'un qui reconnaît qu'il doit payer un knas, il est patour. Donc, quelqu'un qui reconnaît le vol va rembourser le vol, mais ne va pas payer 2 fois, 4 fois ou 5 fois. Donc, ça s'entend très très bien pour les dîners Knassot. Il semble que Rashi, justement, applique la même logique de celui qui reconnaît qu'il n'est pas tour à la condamnation, ici, condamnation à mort. Alors, par contre, on n'a pas vu dans la Gemara. Alors, est-ce qu'on va pouvoir dire pour les dîners Knassot ce qu'a dit Tosfot? Alors, certainement oui. Et Tosfot a dit pour quelle raison on n'est pas tour? Pas à cause de Modé, pas à cause du fait qu'il puisse reconnaître. Peut-être ça se rajoutera, mais essentiellement parce que peut-être que les témoins ne vont pas venir. Peut-être que si les témoins viennent, on ne va pas les accepter. Et par contre, la dernière règle qu'il avait donnée, c'est que quelqu'un qui tue, etc., ça ne s'appliquera pas à Dîner Knesset. Voilà une autre raison pour laquelle Tosfot a eu besoin d'apporter 2 réponses, et que la deuxième réponse ne marche pas avec Dîner Knesset, elle ne marche qu'avec les condamnations à mort. Mais vous voyez que pour Rashi, par contre, il y a une certaine logique là-dedans, c'est que du moment que quelqu'un peut ne pas être condamné, parce qu'il pourrait avouer, eh bien celui qui l'accuse, même si c'est juste, même si c'est vrai, mais c'est une accusation qui a tort, eh bien est en train de le condamner de manière injustifiée. Et le fait de le condamner de manière injustifiée, c'est ça qui mérite la mort. C'est une logique très intéressante de Rachid, c'est qu'il faut véritablement qu'il y ait une véritable chance de s'en sortir. Qu'il ne s'agit pas d'une simple règle comme ça, une sorte par principe, un principe absolu. Avant le Gmardin, la personne elle n'est condamnable de rien. Après la Gmardin, la personne est condamnable. Un point, c'est tout. D'après Rachid, non. C'est qu'il se dit que techniquement, il faut que la personne puisse s'en sortir. Que réellement, je considère que ces faux témoins ont vraiment voulu porter atteinte à la personne. Alors, on voit derrière Rachid et Tosfot, encore plus quand on va regarder les Rishonim, une différence essentielle sur la manière de concevoir le principe des Dim Zomomin. On avait déjà parlé au tout début de notre étude dans Masechet Makot. Qu'est-ce qui fait qu'on condamne les Dim Zomomin? Qu'est-ce qui fait qu'on leur applique la même règle, etc. Est-ce qu'il faut que ce soit simplement une sorte de procédure? Rappelez-vous le Maharal de Prague, le Rav Moshe Bochko, qui avait bien montré qu'on est dans une sorte de... Ils ont voulu condamner quelqu'un, à partir de là, cette condamnation, elle est là, et elle retombe sur eux. Donc, on a voulu utiliser le tribunal, eh bien, ça retombe sur cette personne-là. Et c'est quelque chose presque d'irrationnel. Il ne faut pas y chercher ici un ézec, ça n'a rien à voir avec un ézec, il n'y a pas de dommage qui a été causé. On voit que Rashi essaie de donner un petit peu de matière à cela. Il ne s'arrête pas au niveau d'un simple principe comme ça qui se retourne. C'est entièrement vrai. Il ne remet pas en question cette idée-là. Il essaie de donner un petit peu d'étoffer cela. Il faut malgré tout que la parole de ces témoins ait pu avoir une certaine incidence. Que véritablement, la personne qu'il voulait condamner était innocente d'une certaine façon. Alors, peut-être pas innocente de ce qu'ils ont, de ceux dont on l'accuse, mais une personne qu'on ne pouvait pas condamner. Donc, pas innocente d'un crime, mais dans le sens, une personne qui n'était pas condamnable. Il faut véritablement qu'il y ait cette impossibilité de condamnation. Donc, tant que le tribunal ne s'est pas prononcé, réellement, pratiquement, une personne peut, d'une certaine façon, s'en sortir. Et puisqu'elle peut s'en sortir, eh bien, c'est la raison qui fait que les dîmes sont des gens qui sont condamnables. Ils sont condamnables pas au niveau d'un simple principe, parce que réellement, ils ont voulu tuer quelqu'un qui ne méritait pas la mort à ce moment-là. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce Rashi. Il reste la grande question, c'est qu'on voit ça nulle part dans la Gemara. S'il y avait une Gemara qui le disait clairement, très bien, mais c'est quand même assez incroyable ce que propose Rashi. Ça mériterait un développement à part entière. Voilà, à très 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 bientôt.